Bien le bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc avec vous, très heureux de vous retrouver. Nous sommes le mardi 15 janvier 2019. Aujourd'hui est un jour très spécial puisque c'est le vote des parlementaires britanniques du vote, enfin du texte pardon du Brexit conclu entre Theresa May et Bruxelles en novembre et décembre de l'année dernière. Alors est-ce que le projet va être voté, va être passé par le Parlement? Alors a priori, il y a peu de chances qu'il soit passé. Maintenant, on peut pas se baser sur des sondages ou ni des prévisions. Donc voilà, a priori, il ne passerait pas. Le vote aura lieu à 19h GMT, donc c'est 20h heure française. Donc ça sera après la fermeture des marchés européens. D'ici là, je pense qu'on va être dans un climat plutôt d'appétit pour risque, mais non pas d'euphorie. Pourquoi d'appétit pour risque? Eh bien simplement parce qu'on a la Chine, on a Pékin qui est revenu à la rescousse cette nuit. Rappelez-vous, hier, enfin plutôt dans la nuit de dimanche à lundi, on a eu des chiffres sur le commerce chinois plutôt mauvais. La balance commerciale a été mauvaise. Chute des exportations, chute des importations, donc synonyme de ralentissement de l'économie mondiale. Cette nuit, on a le gouvernement chinois qui est proactif, hein, et qui a déclaré des mesures de relance comme une augmentation des crédits pour les petites entreprises, une diminution des impôts, voilà, et j'en passe. Donc ça ravive l'appétit au risque. Les indices asiatiques clôturent dans le vert. On va voir ça dans un petit instant. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de cet avertissement égale sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, alors bonjour tout le monde, bonjour Raymond, j'espère que vous allez très bien ce matin. François que je salue également, Frédéric, eh bien, écoutez, de même, bien le bonjour à vous. Voilà, j'espère que vous avez la forme ce matin. Alors avant que j'oublie, c'est mon dernier point de marché de la semaine, hein, je serai de retour lundi la semaine prochaine, donc voilà, comme ça au moins c'est dit. Donc, comme je disais hier, enfin comme on en avait déduit hier matin, dans le sillage des mauvais chiffres sur le commerce chinois, eh bien on a eu une baisse donc en Asie, une baisse en Europe et une baisse à Wall Street. Donc vous voyez, S&P baisse de 0,53% hier, ça tombe bien puisqu'on était plutôt baissier, même si le S&P n'est pas encore sorti par le bas de son biseau, on va voir ça dans un petit instant. Le VIX a pris 4,84%, VIX plutôt bas dans un contexte avec beaucoup d'incertitudes. Donc c'est pour cette raison également que je suis baissier sur les indices pour cette semaine. Ce matin, bon, on a de l'appétit Boris, donc forcément on a les futurs américains qui sont dans le vert. On a le Nikkei qui a clôturé dans le rouge de 0,96%. Le MSCI Asie ex Japan, ex-Japon, pardon, 1,42%. Le gold qui est en baisse de 0,04, donc plutôt à l'équilibre. Le yen, par contre, qui, on va dire, chute. Le yen, moins 0,57%. Et le 10 ans US, eh bien, qui prend 3 points de base, c'est-à-dire que le marché obligataire est vendu, ce qui est également synonyme d'appétit au risque. Donc ce matin, c'est clair, on a de l'appétit au risque, ce qui n'était pas le cas hier. Donc c'est vraiment depuis les mesures de relance de Pékin qu'on a cet appétit. Est-ce que ça va durer? C'est la grande question. En tout cas, ce soir, on a le vote du Brexit et ça pourrait être un nouveau euh, voilà, checkpoint, on va dire un nouveau turning point dans cet appétit, aversion, risque, dans la psychologie finalement des investisseurs. En attendant, on aura peu de catalyseurs. Regardez, nous aurons donc alors PIB de la zone euro, alors PIB de l'Allemagne surtout, alors je ne sais pas pourquoi il n'est pas dans le calendrier, on va regarder ça sur le calendrier, sur un autre calendrier. Pour le coup, on va regarder celui de Investing. Voilà, alors euh, aujourd'hui, alors voilà, aujourd'hui balance commerciale, c'est bien ça, hein, de la zone euro. Alors il me semblait qu'on avait des chiffres allemands, ce qui n'est a priori pas le cas. Donc voilà, balance commerciale de la zone euro et voilà le fameux vote, ah pardon, le discours de Draghi à 16h. Alors le discours de Draghi, ça sera l'allocution annuelle sur la présentation de l'institution, donc de la Banque centrale au Parlement européen. Donc ça va pas non plus être quelque chose de majeur. À mon avis, on ne devrait pas avoir d'annonce qui va être faite. Et ensuite, donc 20h, c'est le vote du Parlement britannique sur l'accord du Brexit.
Voilà, alors bonjour tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Voilà, beaucoup de questions. Déjà, alors l'euro dollar, l'euro livre, gold, canadienne. On va regarder tout cela ensemble, si vous le voulez bien. Donc le yen qui perd 0,62% ce matin. Vous voyez qu'on a clairement de l'appétit pour le risque, hein, ce que je n'anticipais pas du tout hier, hein. D'ailleurs, regardez la UD, les devises commodities sont dorénavant des devises qui surperforment, alors que hier c'était tout l'inverse, hein. On avait les devises refuges francs et yen qui surperformaient et les devises commodities NZD, AUD et CAD qui sous-performaient. Donc là, on a totalement l'inverse. C'est uniquement dû à la Chine. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que le marché, voilà, enfin, le plus gros, enfin le plus mauvais est derrière nous? Est-ce que c'est passé? Est-ce qu'on arrive dans une phase où ça y est, on va être surpris positivement d'un point de vue macroéconomique, ou est-ce que on a encore des déceptions à venir? Si on a encore des déceptions à venir, eh bien, on va connaître les mêmes tendances qu'on a connues hier, c'est-à-dire baisse des devises commodities, hausse des devises refuges. Donc là, l'AUD yen que j'avais proposé hier, on va avoir ça dans le petit instant, mais bon, ça n'a pas été, pour le moment, c'est pas génial. Heureusement que voilà, le stop est placé, c'est fait pour ça justement. Au niveau du S&P, donc je ferai ensuite les forex après. Donc le S&P 500 toujours dans le biseau ascendant. Vous voyez que hier on n'est pas sorti par le bas, toujours sous les 2006. 2006 c'est le seuil d'invalidation, même plus que les 2006. J'ai envie de dire c'est surtout cette oblique haussière. Alors si je me mets en journalier, regardez, ça vient chercher les points bas depuis le flash crash de février. Donc point bas de février, point bas et point bas de octobre. Et là vous voyez, on a une ligne de coup. Si on estime qu'on a une épaule, une tête, une épaule. Elle est à débattre cette épaule tête épaule. Pour moi, c'en est une, parce que je suis sûr que si on a les volumes du contrat futur, donc ça sert à rien de mettre les volumes sur le CFD, hein, mais si on a les volumes du futur, je suis prêt à parier que les volumes baissent depuis le flash crash, donc ce qui vient renforcer le breakout. Donc voilà, le vrai seuil d'invalidation, la stratégie vendeuse sous les 2006, c'est cette oblique haussière. Donc voilà. Là, on voit le contrat futur, il cote à 2595 points. Devant nous, on a le cash. Donc, c'est pour ça que le prix qu'on a à 2580 n'est pas synchronisé avec celui-ci, parce que ici, c'est le contrat futur. D'accord. Et ici, c'est contrat donc du cash. Donc, on reste sous les 2006 sur le futur. On a une divergence qui est toujours baissière. Si on a la sortie par le bas du biseau, encore une fois, je répète, c'est stratégie baissière jusqu'à environ 2350 points. Voilà. Et ça, c'est pareil enfin, c'est la même analyse, que ce soit pour les autres indices de Wall Street ou que ce soit pour les indices européens. C'est-à-dire que le Nasdaq, on a également un biseau qui n'a pas été dépassé, qui n'est pas, enfin, qui est toujours voilà, en fonctionnement. Donc, voilà, on n'a pas de cassure. Mais si on a une sortie par le bas, l'objectif, c'est un retracement intégral de ce biseau. Puisque le biseau, c'est une figure, je rappelle, de consolidation la plupart du temps. C'est pas une figure de retournement. Donc, faut regarder ce qui a été la précédente tendance. La précédente tendance du biseau était baissière. Ensuite, on a eu le biseau. Et vous voyez, normalement, on a une nouvelle baisse. Donc, un biseau, c'est ça, hein. C'est une figure euh, de consolidation, de d'essoufflement, enfin, oui, de consolidation. Un petit peu, regardez ici. Là, on avait un biseau. Et voyons, on a eu la sortie. Donc, 1, 2, 3, 4 points de contact. On a le biseau, sorti par le bas et nouvelle tendance baissière. Donc, c'est finalement un petit peu la même chose, hein, que je m'attends. C'est, on va dire, la même pattern, hein. C'est le même principe, hein. C'est un biseau. Donc biseau, dès qu'on a la sortie, on a le signal. Donc voilà. Pareil pour les indices européens. Les indices européens, c'est encore plus propre, puisque regardez le DAX. Le DAX, il vient tester le haut de ce canal baissier. Pas vraiment de catalyseur pour qu'il vienne sortir par le haut, hein. On n'a pas d'annonce positive, hein, que ce soit dans la zone euro ou dans le monde, hein. On a une poursuite du shutdown. Shutdown, ça va bien coûter à l'économie. D'ailleurs, ça coûte à l'économie américaine, mais en plus de cela, on a des chiffres macro-américains, je ne sais pas si vous avez constaté, mais qui ne sont pas publiés, puisque on a un shutdown partiel, donc on a des administrations fédérales qui ne travaillent pas, donc ils ne peuvent pas publier les statistiques. Donc dès qu'on aura les statistiques, le marché ne sait pas à quoi s'attendre finalement, puisqu'on ne les a pas. Ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas de vente au détail. Vous voyez, donc lorsqu'on en aura, peut-être que finalement ça va, la baisse des ventes au détail va être beaucoup plus importante
que ce qu'on aurait pu imaginer. Alors ça, c'est des prévisions, voilà, je dis pas que ça va être le cas, mais c'est possible. Plus le shutdown sera long, il faut savoir que le shutdown c'est le plus long, enfin celui actuel, c'est le plus long hein, de l'histoire des États-Unis, donc ça va coûter à l'économie. Il y a des études qui disent, bon, je pense que c'est surévalué, mais il y a des études qui disent qu'une semaine de shutdown coûte 0,5 points de PIB à l'économie américaine. Honnêtement, je pense que c'est beaucoup. Maintenant, on ne sait, voilà, moi je ne suis pas un expert là-dessus. Voilà, je ne pourrais pas dire combien ça coûte, mais en tout cas, c'est sûr, enfin, dans la logique, ça coûte à l'économie, puisqu'un shutdown, on a les employés, donc, enfin, shutdown partiel en l'occurrence actuellement, ça veut dire que on a une partie des fonctionnaires fédéraux qui sont donc au chômage, et donc si vous êtes au chômage, vous ne touchez pas de salaire, en tout cas vous touchez à un salaire beaucoup plus faible, donc vous consommez moins, et si vous consommez moins, il y a moins de croissance, il y a moins d'inflation, etc., etc. C'est pour ça que les ventes au détail seront très importantes, les ventes au détail du mois de janvier, puisque voilà, ça va prendre en compte l'impact du shutdown. Alors qu'en décembre, on a eu quoi? On a eu 3 jours de shutdown, il me semble. Je ne sais plus exactement. Alors ça avait commencé, le shutdown en décembre avait commencé, il me semble que c'était le 24. Je ne suis pas certain, mais il me semble que c'était le 24, donc c'était une semaine. Une semaine. Bon, ça peut se refléter sur les ventes au détail. Maintenant, là, janvier, ça fait déjà 2 semaines de shutdown. Imaginez 2 semaines, c'est quand même pas mal, hein. Donc au niveau du DAX, techniquement, on teste une résistance. Donc il y a deux façons de voir la chose, hein. Soit voilà, on vient shorter la résistance, à condition qu'on a un signal baissier. Attention, il ne faut pas shorter une résistance parce que c'est une résistance. Mais là, vous voyez, on a un gap haussier. Alors, je vais vous faire voir en avant-première le résultat de mon étude sur les gaps, puisque là, on a un gap quand même regardez. Alors attention, gap par rapport au prix de fermeture, pas par rapport à la mèche. Deux façons de voir le gap. Donc là, on a un gap de 0,88%. Voulez-vous savoir quelle est la probabilité que le DAX clôture plus haut? Je vais vous faire voir tout de suite. Alors, voilà, je n'ai pas encore publié. Vous allez voir que j'ai fait, enfin voilà, j'ai fait un partenariat avec une société que tout le monde, que vous connaissez très bien et qui va m'aider à faire donc ces études, enfin encore plus poussées, j'ai envie de dire. Et voilà, regardez ces résultats préliminaires. Alors, des résultats beaucoup plus en détail que je vais pas vous faire voir parce que sinon ça vaudra pas le coup, vous lisiez mon article, donc ça ira beaucoup plus en détail. Mais du coup, si vous avez un gap sur le DAX entre 0,75 et 1% par rapport au prix de fermeture de la veille, vous avez 53% de chance que le DAX clôture supérieur à son prix d'ouverture. Donc, c'est pas énorme. C'est pas énorme, 53%. Donc, je vais pas rentrer dans les détails, je vais pas décrire le résultat de cette étude puisque ce n'est pas le sujet ce matin. Je vais écrire un article que je publierai d'ici 2 semaines, puisque bien je vais vous le dire maintenant. Pro Real Time, donc je fais un partenariat avec Pro Real Time entre Daily FX France et Pro Real Time. Pro Real Time vont backtester les résultats de ces études et qui seront publiés pour vous faire voir un petit peu ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas d'un point de vue théorique, donc sur Excel, mais également d'un point de vue pratique, puisque les backtests, vous savez que c'est une stratégie en fait qui est backtestée dans le temps, donc qui fonctionne sur une période de temps passée. Et ensuite, l'idée, c'est que ces codes ensuite de stratégie soient disponibles. Maintenant, il y aura des restrictions, donc soient disponibles au grand public. Il y aura des restrictions. Ce n'est pas tout le monde qui aura accès. Donc voilà, il y a je suis en train de voir un petit peu ce qui est possible de faire. Mais voilà, en tout cas, j'ai le plaisir de vous annoncer ce partenariat. Donc vous êtes les seuls à le savoir, hein, ceux qui sont présents dans ce webinaire et qui regarderont cette vidéo en replay sur YouTube. Et donc le premier article donc sur ces gaps sera publié d'ici la fin janvier. Donc j'espère que ça vous plaira. Et bien évidemment, si vous avez des idées d'études, là c'est les gaps. Si vous avez d'autres idées, eh bien n'hésitez pas à me les envoyer. Moi, si j'estime que ça en vaut la peine et que bien évidemment, si je reçois 100 idées d'études, je vais pas pouvoir faire les 100. Donc voilà, je prendrai la plus intéressante et je la ferai. Ensuite, Pro Real Time backtestera cela et potentiellement vous recevrez le code de la stratégie de trading que vous pourrez appliquer sur votre compte. Voilà, donc voilà, j'espère que ça vous plaira. En tout cas, donc pour ce matin, on a 53% de chance que le DAX clôture supérieur
à son prix d'ouverture d'aujourd'hui. C'est pas énorme. Vous voyez, comparé au même gap sur le Dow Jones, c'est 86% de chance. Donc vous voyez, ça ne veut quasiment rien dire ce gap haussier. Comme quoi, vous voyez, trader les gaps, oui, c'est bien, mais quand on fait une étude beaucoup plus poussée comme celle que j'ai fait, que vous ne retrouverez d'ailleurs nulle part sur le web, ou voilà, je pense que ça n'a pas été fait, eh bien, vous voyez que le gap, selon l'actif, alors là, j'ai fait sur des indices, j'aurais pu faire sur l'euro-dollar, voilà, d'autres actifs. Moi, je me concentrais essentiellement sur les indices pour ces études parce que voilà, j'ai la chance de travailler chez un courtier, donc je sais un petit peu ce qui intéresse le plus les traders de par l'activité, hein. Et donc voilà, je sais que le DAX c'est extrêmement populaire, donc autant que je fasse sur le DAX, ça parle à tout le monde. Voilà. Donc DAX, gap haussier, 53% de chance que le prix de fermeture à 17h30, hein, donc je parle bien sur le cash, hein, je parle pas sur le contrat futur, je parle sur le cash. Cash du DAX, c'est 17h30. Donc il y a 53% de chance que le DAX clôture supérieur, enfin plus haut que son prix d'ouverture. Sachant qu'on est sous résistance, c'est pas énorme. Vous voyez, on a quand même, voilà, c'est pas une probabilité de 86% comme Dow Jones. Donc voilà, je pense qu'on a fait le maximum haussier. Je ne dirais pas qu'on a un signal baissier maintenant, mais voilà, on est à 11 000, on est sous résistance. Honnêtement, là, on a potentiellement un prix d'entrée de vente extrêmement intéressant pour revenir. Eh bien, premier objectif, le prix d'ouverture, et ensuite potentiellement combler le gap. Voilà, c'est une idée. Maintenant, je suis conscient que nous n'avons pas, comment dire, les signaux baissiers. Donc, c'est à vous de voir. Pour les plus agressifs, ça sera nécessaire, enfin, ça sera pardon, suffisant pour passer à la vente. Maintenant, pour être plus défensif, pour ceux qui souhaitent davantage de confirmation, il faut attendre davantage de signaux. Voilà, donc, moi, je pense que là, c'est un bon niveau de prix pour être tout à fait franc avec vous. 11 000 plus oblique baissière, sans vraiment catalyseur, à part ces mesures de relance de l'économie chinoise, hein, c'est temporaire. Je vois pas pourquoi on irait dépasser ce seuil. Maintenant, voilà, c'est pour cela que finalement le stop est indispensable. C'est parce que personne n'est certain de ce qui va se passer. Donc un stop, ça permet finalement de rester humble, hein. Donc voilà. Donc DAX, seuil d'invalidation, et bien si on passe au-dessus voilà, de cette oblique baissière qui, je rappelle, fait office de résistance depuis septembre, hein. Résistance en septembre, résistance en novembre-décembre, voilà. Donc c'est qui tout double. Soit on passe au-dessus et c'est direction 11 500, la ligne de coup de l'ETE, ou soit on a un repli. Alors, pas mal de questions. Bonjour, l'intervention de la Banque centrale chinoise peut-elle relancer à long terme l'AUD-USD? Alors oui, tout à fait, hein. C'est-à-dire que l'AUD, c'est la devise la plus sensible aux matières premières, mais faut savoir que le premier client de l'Australie, c'est la Chine. C'est-à-dire que ce qui se passe en Chine a une influence directe sur l'économie australienne. Si la Chine va mal, l'Australie va mal. Si, enfin, je grossis le trait, hein, mais globalement c'est ça. Et si la Chine va pas bien, eh bien l'Australie ne va pas bien. D'accord. En tout cas, la Chine c'est le pays qui a le plus d'influence économique, hein, bien évidemment, sur l'Australie. Donc oui, si on a des interventions de la Banque centrale chinoise qui vient renforcer l'économie chinoise, ça sera positif pour l'Australie. Et vice versa. Si on a un ralentissement de l'économie chinoise comme ce qu'on a actuellement, eh bien, ça va fragiliser l'économie australienne et donc l'AUD. Alors, bien vu l'ETE, oui, voilà, donc l'ETE, exactement, on a une ETE donc sur le DAX, hein, sur les indices, hein, sur la plupart des indices, hein, si vous regardez sur du moyen long terme, voilà, regardez DAX, ETE, ETE majeur, l'objectif est baissé jusqu'à 10 000 points, objectif théorique, bien évidemment. Voilà, donc moi personnellement, perspective baissière du DAX, on est sous résistance. Le CAC, en plus, regardez, ça vient confirmer puisque le DAX, pareil, canal haussier, baissier pardon, depuis septembre, donc sommet de septembre, sommet de novembre, on étend l'oblique, on trace la parallèle, on a un magnifique canal baissier. Voilà, que demander de plus? Donc là, d'un point de vue technique, c'est assez propre, hein. On a deux scénarios. Soit on a un repli sous les 4800, voilà, maximum haussier, c'est le plus haut de la semaine dernière, c'est-à-dire 4840. 4840, c'est prix de short parfait si on estime qu'on va avoir un rejet
de cette résistance horizontale, pardon, de cette oblique baissière, mais également de haut du canal. Premier objectif, c'est un retour à 4006. Par contre, si on sort par le haut de ce canal, eh bien, il faudra dans un premier temps viser cette résistance. Voilà. Si on sort par le haut, il va falloir viser les 5116. Personnellement, je pense pas qu'on va ressortir par le haut au vu du VIX, au vu du S&P, on est dans un biseau, etc. Pour moi, il y a peu de chances. Maintenant, on ne peut pas exclure cette hypothèse. C'est pour cela qu'encore une fois, le stop est indispensable parce que personne n'a une boule de cristal entre les mains. D'accord? C'est pour ça que la gestion de risque est primordiale. Vous pouvez avoir la meilleure stratégie trading. Si vous n'avez pas de gestion de risque et pas de money management, vous allez droit dans le mur. Hier, vous étiez plutôt baissier déjà, non? Alors oui, hier, je suis baissier, hein. Enfin, depuis hier, je suis baissier, hein. C'est ce que j'ai tweeté, hein, d'ailleurs, hein. J'étais totalement transparent. C'est ce que je vais essayer de faire d'ailleurs. Enfin, faut pas que j'oublie toutes les semaines de tweeter mes convictions. Mais donc hier, j'ai bien tweeté. Donc voilà, ma vision des marchés pour cette semaine: baisse des indices, baisse des cours de pétrole. Bon, pour le moment, les cours de pétrole sont à l'équilibre. Baisse de l'AUD, on a un rebond ce matin. On a eu une baisse hier, on a un rebond ce matin. Hausse du yen, donc on a une hausse hier, mais on a une baisse ce matin. Donc pour le moment, pétrole, AUD, yen, je suis à l'équilibre sur ma vision. Enfin, j'ai ni tort ni raison. Sur les indices, on a plutôt une baisse, donc ça commence plutôt bien. Voilà. Donc on verra d'ici la fin de semaine. Bon, je serai pas là pour vous en parler puisque je rappelle, je m'absenterai donc à partir enfin, c'est mon dernier jour aujourd'hui de la semaine, donc je reviendrai lundi prochain. Donc j'aurai le plaisir de revoir tout ça avec vous la semaine prochaine. N'hésitez pas à me le rappeler d'ailleurs, hein, dans mon point de marché lundi prochain, au cas où que j'oublie, hein. C'est possible que je n'y pense pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, je prévois, oui, une baisse d'indice, seuil d'invalidation. Encore une fois, seuil d'invalidation, eh bien c'est si on inscrit, si on passe au-dessus, vous voyez, si on sort par le haut de ce canal, seuil d'invalidation du DAX, pareil. Si on sort par le haut de ce canal, invalidation. Le S&P, idem. Si voilà, on est dans un biseau, mais si on passe au-dessus des 2006 et plus particulièrement, comme je vous l'ai dit, de cette oblique haussière qui représente la ligne de coup de l'ETE, si on passe au-dessus, invalidation des stratégies de vente. Voilà, vraiment, les plus hauts, finalement, les sommets de la semaine dernière sur les indices, c'est les seuils d'invalidation. Je répète, les sommets de la semaine dernière sur les indices, c'est les seuils d'invalidation. Donc, je reste baissier. On peut avoir des rebonds ce matin grâce, voilà, aux mesures de relance annoncées par l'économie chinoise, mais il ne faut pas tomber dans le piège de l'émotion. D'accord? On a un plan de trading, il faut le respecter. On a un seuil d'invalidation, on a des ratios risque-rendement plus qu'intéressants. Ça serait dommage de rater un ratio risque-rendement de 4. C'est actuellement ce que nous avons sur l'S&P. Si on met un stop, encore une fois, au-dessus du récent sommet, ça fait 30, allez, même avec 50 points, comme ça vous êtes vraiment large en termes de stop, puisque voilà, il y a 2006, 50 points, c'est également au-dessus de l'oblique de l'ETE. Donc voilà, 50 points de risque pour potentiellement 230, voire même 250, puisque l'idée, c'est que dès qu'on a une stratégie de vente, c'est pas de clôturer dès qu'on a atteint un ratio de rendement de 2 ou de 1, d'accord? C'est on prend une partie de bénéfice lorsqu'on a notre objectif qui est atteint et ensuite on laisse courir la position. Il faut laisser courir la position le maximum possible parce que personne ne sait, encore une fois, quand est-ce que le mouvement va se terminer. On peut avoir des idées, c'est pour ça qu'on a de l'analyse technique, on a de l'analyse fondamentale, voilà. On a des types d'analyse qui permettent d'avoir des idées, des repères, mais finalement personne ne sait quand est-ce qu'un mouvement va se déclencher, jusqu'à où, à partir de quel prix. Personne ne sait. On peut avoir des idées, mais personne ne le sait. Donc là, si on sort par le bas du biseau, l'objectif, on va dire, entre guillemets, 100%, c'est les 2323. Je vais plutôt dire 2350 pour arrondir. Mais si on atteint 2350, donc il faudra prendre des bénéfices, mais pas forcément obligé de clôturer toute sa position. Ça se trouve, on va passer sous 2323 et dans 3 mois, on va faire encore un moins 20%. Comme ce qu'on avait connu en 2007, c'était encore pire, on avait fait un moins 40 après qu'on ait baissé sous ce seuil équivalent. Donc pour ceux qui viennent de me rejoindre, je vous fais voir deux graphiques que j'ai réalisé la semaine dernière. Donc ça, c'est le S&P en 2007, baisse de 20%, donc déjà ligne de coup, épaule, tête, épaule, ça c'est clair. Cassure, moins 22%, rebond de 10. Et là, en fait, j'ai envie de dire, on est à peu près au même niveau. D'accord? On est à peu près à ce seuil-là.
Donc là, on est sur une unité de temps hebdomadaire. Donc ça avait pris beaucoup plus de temps. Et là, on est sur de l'hebdo du S&P 500. Donc c'était la semaine dernière. Donc il faut rajouter un nouveau chandelier. Donc vous voyez, baisse de 20, la ligne de coup, pullback 2006, voire la ligne de coup. Et donc 2323, vous voyez, c'était l'équivalent sur le S&P des 1223. Si on devait comparer un petit peu les repères, d'accord? Donc ça se trouve, on va revenir à 1223, on va avoir un petit rebond et une nouvelle baisse. Je pense pas qu'on va avoir moins 45% parce qu'il faut savoir que la crise de 2007-2008, c'était l'une des plus grandes crises que la finance ait connue. Donc ça m'étonnerait qu'on connaisse la même chose. Enfin, ça m'étonnerait. Tout est possible, mais voilà, c'est pas ce que j'envisage. Moi personnellement, si on passe sous ces 2323, je pense qu'un moins 20% depuis ce seuil me semble possible. Maintenant, un moins 45, c'est pas ce que j'anticiperais. Voilà. Je ne tablerai pas sur un moins 45%. Mais rien qu'à moins 20% depuis les 2323, ça donne un objectif de 2000. Regardez, 2323%. Si on fait un moins 20, alors même, vous voyez, même plus, hein. Si on fait un moins 20, ça fait 1857. Si on prend de la hauteur, regardez en hebdo, si on prend de la hauteur, voilà ce que ça donne. Donc, crise 2007-2008. Donc là, c'est le scénario que je vous ai présenté. Et si on met des retracements de Fibo, parce que les retracements de Fibo sont assez intéressants, vous voyez, 38%, ça fait 2000, 50%, 1800. Donc on retracera peut-être 50% de ce rallye haussier. En tout cas, si on passe sous 2323, le premier objectif, ça sera 2000. C'est clair. Voilà, donc je passe sur le Forex. Je fais une grande parenthèse, je pense, sur les indices, une grande analyse. J'espère que ça vous aura plu. Donc l'eurodoll, alors l'eurodoll hier que je voyais remonter à 1,15, eh bien il n'a rien fait. L'eurodoll, il a oscillé autour de 1,1450, hein, globalement même. On va plutôt dire 1,1470. Voilà, il n'a pas fait grand-chose l'euro-dollar hier. Vous voyez, regardez, c'était flat, hein, 1,1466, c'était le pivot. Rien d'autre à dire. Donc là, il semblerait prendre une direction baissière. Faut savoir que l'euro-dollar, on est dans un canal baissier depuis le milieu de la semaine dernière. Tant qu'on est dans ce canal, on a plus de chances d'y rester. Je pense qu'en intraday, on a des chances de revenir maintenant, du coup, à 1,1436. On a raté la porte, la fenêtre hier pour remonter jusqu'à 1,15. Donc là, je pense que ça y est, on est reparti pour aller chercher les 1,1436. Premier objectif intraday sera le plus bas d'hier qui est à 1,1450. Donc ça fait 9 pips. 9 pips actuellement, donc c'est pas grand chose. Alors regardons ça de plus près en 15 minutes plutôt. 15 minutes, donc voilà, une baisse. Bon, vous voyez que c'est un range, hein, pas grand chose à dire sur l'euro dollar. Je vais pas vous dire n'importe quoi, donc je vais passer à autre chose. Alors, y a-t-il des annonces à attendre aujourd'hui? Alors oui, comme j'ai dit, on a l'avance commerciale de la zone euro à 11h. Quelques statistiques américains, mais bon, ça va dépendre, hein, parce qu'on a le shutdown, donc peut-être que nous n'aurons pas les chiffres qui seront, enfin les chiffres peut-être ne seront pas publiés, mais c'est surtout le vote du Brexit ce soir à 20h qui sera important. Vous voyez, du around donc 19, 21h GMT, donc ça fait 20h, 22h. C'est entre 20h et 22h le vote du Brexit. Voilà. Donc aujourd'hui, balance commerciale de la zone euro à 11h et c'est tout, hein. Voilà. Donc pas beaucoup de chiffres. Donc le marché, je pense, devrait rester sur le forex, devrait rester à l'équilibre. Les indices, voilà, on a eu des gaps haussiers. Est-ce que est-ce qu'on va avoir une poursuite de la hausse? Eh bien, comme je l'ai fait voir, on est sous résistance sur les indices européens, sous les indices américains. Donc voilà, je pense que le potentiel haussier me semble extrêmement limité, contrairement au risque baissier. Donc voilà. Voilà donc pour l'eurodoll. Il y a une direction baissière, hein, pour le moment on le voit, c'est assez net. Regardez, l'euro qui est en légère baisse face au dollar, mais c'est pas non plus voilà une chute. C'est vraiment l'AU des yens là pour le coup. Alors on va regarder, l'AU des yens, c'est l'inverse de hier, hein. Regardez, on a un retracement de hier, hein. Regardez en une heure. Alors en une heure, voilà. On commence la semaine à ce niveau de prix, on baisse, et là on rebondit. Et là on a une correction. Donc vous voyez, c'est pour le moment c'est les montagnes russes un petit peu sur l'AU des yens, hein. Un jour, on a de la version pour risque. Le jour suivant, on a de l'appétit. Bon, on n'a pas inscrit un nouveau plus, enfin, on n'a pas clôturé au-dessus du sommet de la semaine dernière. Par contre, si ce soir,
La UDN clôture au-dessus de son sommet de vendredi, de la semaine dernière finalement, ça serait un signal bullish. Donc il faudrait invalider les stratégies de vente sur la UDN. Donc AUDN, bon, je suis baissier, pour le moment c'est mal parti, mais bon, je reste pour le moment confiant sur le fait que l'aversion pour risque devrait se reprendre cette semaine, pour la simple et bonne raison que, mis à part d'un point de vue fondamental ou politique, voilà, moi je regarde le VIX. Le VIX, je le trouve pas vraiment représentatif de ce qu'on a connu, ce qu'on connaît récemment. Regardez, on revient proche de la moyenne mobile à 200. Si on met une moyenne mobile à plus court terme, si on met une moyenne mobile à un mois, qui représente donc 20 séances de bourse, vous voyez qu'on est bien en dessous. On est bien en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, à 20 séances, pardon, qui est à 24,6. Donc, pour cette raison, je suis plutôt haussier sur le VIX. Et enfin, la force relative VIX 3 mois, pareil. Regardez, on est sur support. On est sur support qui n'a pas été franchi depuis le début de la correction des indices américains. Donc, je pense que la probabilité d'un rebond de cette force relative et donc d'une hausse plus importante du VIX que du VIX 3 mois soit vraiment importante. La probabilité me semble importante. Et si on a une hausse du VIX 3 mois, c'est aversion au risque, les devises les plus qui sous-performent lors de l'aversion au risque, c'est les devises commodities. Et les devises qui surperforment lors de l'aversion au risque, c'est le yen et le franc. Donc si on a un rebond de ce VIX 3 mois, c'est baissier AUD-yen. C'est pour ça que je vous ai fait voir hier le graphique de l'AUD-yen en horaire, du Brent en horaire et du S&P en horaire. C'est pareil. Si vous regardez les trois actifs en horaire, sur du 4 heures même, c'est pareil. Regardez, AUD-yen. D'accord, donc AUD-yen. Je refais voir pour ceux qui n'ont pas vu hier. Je mets le S&P 500 et je vais mettre le Brent. Voilà. Donc vous voyez que ces courbes sont extrêmement corrélées. Pour la simple et bonne raison que le dollar australien, le Brent ou le S&P 500 sont sensibles à l'économie mondiale. Si l'économie mondiale ralentit, on va avoir une perte, baisse des bénéfices, baisse des ventes sur le S&P 500, baisse de la demande d'énergie et puisque le moteur du monde c'est la Chine, l'Australie est corrélée à l'économie chinoise, donc forcément l'AUD sous-performe. Et en plus de ça, l'AUD c'est une devise en plus un commodities. Donc l'AUD c'est pour ça qu'elle est extrêmement sensible à la Chine, parce que déjà la Chine c'est le pays qui demande peut-être le plus de matières premières. En tout cas, ça doit être c'est le premier ou le deuxième entre toute la demande de pétrole et en plus de ça, toute la demande de métaux. Je pense que la Chine, c'est le pays qui demande le plus de matières premières. Donc, déjà, l'Australie qui exporte beaucoup de matières premières est sensible à ce fait. Et en plus, comme je l'ai dit, la Chine, c'est le premier client de l'Australie. Donc, on a un double facteur qui influence l'Australie. Le fait que ça soit une économie qui exporte des matières premières, c'est pour ça qu'on dit que l'AUD c'est une devise commodities, et en plus du fait que l'économie australienne dépend de l'économie chinoise. Et voilà. Donc c'est pour ça que l'AUD est extrêmement sensible à ce qui se passe en Chine. Voilà, donc AUD yen, Brent, S&P, c'est globalement pareil, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc voilà, si on anticipe une baisse du S&P, on anticipe une baisse du pétrole, on anticipe une baisse de l'AUD yen. Je dis bien dans ce contexte où on a un risque de ralentissement de l'économie chinoise. C'est pas tout le temps le cas, d'accord. On peut avoir des moments où vous voyez, regardez ici, où le S&P est en hausse et là l'AUD yen est en baisse. D'accord, donc il y a des moments où on n'a pas cette corrélation. Mais là, puisque les incertitudes concrètement depuis plusieurs semaines, c'est quoi? C'est la croissance mondiale. Eh bien, ces trois actifs sont extrêmement corrélés. Si on n'a pas d'incertitude sur la croissance mondiale, ces actifs sont beaucoup moins corrélés. Bref, je passe à l'euro GBP. Bon, l'euro GBP hier, voilà, je pense que faut s'y éloigner. Voilà, l'euro GBP, regardez hier, j'anticipais un retour à 0,90 puisqu'on était en bas du range, finalement sorti par le bas, rebond ensuite. Pourquoi? Bien tout simplement parce qu'on a eu des news qui sont ressorties. Alors, en 9 minutes d'écart, on a
donc sur le terminal Reuters, hein, donc c'est avec Bloomberg, c'est les deux terminaux d'information les plus réactifs qui donnent l'information en temps réel. Quand je vous dis en temps réel, c'est plus que n'importe quel autre média, que ce soit sur TV, sur radio que vous connaissez, peu importe. Reuters et Bloomberg sont les deux agences d'information qui les plus rapides. C'est vraiment du quelques secondes, hein. Dès que vous avez une information et enfin dès que il y a une information qui est dite, c'est relayé par Reuters ou Bloomberg. D'accord. Donc c'est pour ça que, en fait, quand vous avez le terminal Bloomberg ou Reuters, c'est impressionnant puisque si vous mettez en une minute et que vous avez votre terminal à côté, vous pouvez voir que dès que vous avez l'annonce qui sort, vous avez le graphique, le cours qui décale. D'accord. C'est impressionnant la, la synchronisation entre les terminaux Reuters Bloomberg et les marchés. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'ils sont utilisés par tous les, si vous regardez dans toutes les salles de marché, les terminaux utilisés c'est Bloomberg et Reuters. D'ailleurs c'est les deux qui existent, hein. Il me semble que c'est les deux seuls, mais ils sont extrêmement utilisés. D'accord, toutes les boîtes financières ont ces terminaux, donc c'est pas pour rien. Et tout ça pour dire que donc sur ce terminal Reuters, en l'espace de 9 minutes, vous avez eu donc, alors je vais pas vous dire mot pour mot parce que je n'ai pas en tête, mais un groupe pro-Brexit conservateur qui a indiqué qu'il ne soutiendrait pas Theresa May, soutiendrait Theresa May. Et 9 minutes plus tard, vous avez une information pareille relayée par Reuters, donc c'est pas Reuters qui invente, hein, c'est juste voilà, c'est relayé et qui disent que finalement ce parti ce parti oui de conservateurs pro-Brexit ne soutiendra Theresa May, ou alors c'était l'inverse, je me souviens plus exactement, mais bref, on a une contradiction en espace de 9 minutes, le marché a fait du yo-yo, voilà, pour être tout à fait franc avec vous. Donc voilà, l'euro GBP, je pense qu'on est dans une séance et même dans une période où c'est extrêmement délicat de trader. Donc voilà, l'euro GBP, on va se mettre à l'écart. Je vais pas vous dire de passer à l'achat ni à la vente. J'ai pas de prévision sur l'euro GBP. Je vais vous dire techniquement, ça peut être haussier et finalement, on va avoir un décalage en baisse de 100 pips. Donc je vais rien vous dire sur l'euro GBP, mon cher François. Voilà, donc tout ce qui est GBP, je vais m'absenter. Je vais pas vous dire n'importe quoi. Un Dow Jones au-dessus de 24 000 sur les futurs actuellement. Si on ouvre sur le cash au-dessus de ce seuil, on peut être sûr que les States vont aimer, non? Alors, comment ça que les States vont aimer un Dow Jones au-dessus de 24? Alors oui, les States vont aimer, surtout que ça ferait un gap haussier. Et vu l'étude que je vous ai montrée, dès qu'il y a un gap haussier sur Dow Jones, vous voyez que il y a énormément de chances qu'on clôture au-dessus du prix d'ouverture. Donc voilà, si on a un gap haussier sur le dos, si on a un gap, hein, alors les probabilités de terminer dans le vert seront plus importantes que si on avait ce même gap sur le DAX ou le Nikkei. Comment réagira l'euro GBP en fonction des scénarios du vote du Brexit? Alors moi je n'ai pas de boule de cristal entre les mains, Pascal. Je pense que il y a eu tellement de flou sur le Brexit que le marché, c'est pas qu'il s'est attendu au pire, mais il s'est quand même beaucoup préparé. Donc je n'anticipe pas une baisse extrêmement importante en cas de refus, de rejet du Parlement du texte. Je ne pense pas que la livre va s'effondrer si le Parlement rejette le texte. Il va y avoir une baisse, c'est sûr. Maintenant, une baisse de 200 pips, 300 pips. Je pense pas qu'on va avoir un espèce de flash crash sur la livre, hein. Voilà, donc je pense qu'on va avoir l'équivalent d'un NFP, mais sur la livre sterling. Donc du plus ou moins 100 pips sur l'euro GBP ou sur le GBP USD. D'accord, mais voilà. Si le texte est voté, ce qui n'est pas du tout attendu par les investisseurs, hein, par le marché financier, dans ce cas, ça serait, je pense, extrêmement positif pour la livre. Maintenant, le risque baissier me semble moins important que le risque haussier. Enfin, il y a plus de probabilité, je pense, que le texte soit rejeté, mais tout le monde le sait, donc ce risque a été déjà inclus dans les prix. D'accord? Donc je pense que finalement, il y a beaucoup plus de chances que le marché soit surpris positivement que surpris négativement. Ça ne veut pas dire qu'il faut passer à l'achat. Ça veut simplement dire que je pense que le mouvement haussier, s'il y en a un, serait plus important que s'il y avait un mouvement baissier. Après, voilà, c'est pour ça que moi, je vais pas vous dire d'acheter ou de vendre. D'ailleurs, moi, je vais même pas le faire, hein. Je trouve ça trop risqué. Donc, voilà, je pense qu'il faut mieux rester spectateur dans cette période vraiment d'incertitude et qu'on ne peut vraiment pas contrôler pour le coup. Alors, j'ai beaucoup de questions. Hier, j'étais baissé sur le doigt. Ça m'a fait plaisir qu'aujourd'hui, vous rectifiez votre pensée. Alors, eh bien, écoutez, parfait, Edgy. Vous voyez comme quoi, moi, je n'ai pas de boule de cristal entre les mains. Je vous délivre mon analyse. Parfois, j'ai raison, parfois, j'ai tort, comme tout le monde. Voilà.
voilà, je pense que voilà, moi j'ai rien d'autre à dire. Donc l'euro-dollar, euh, l'euro-dollar, voilà, moi je suis neutre à l'image de ce qu'on a connu lundi finalement. Vous voyez qu'on n'a rien eu. On est dans un range de quoi, d'une cinquantaine de pips, qu'il n'y a pas grand chose à faire pour le moment sur l'euro-dollar. Bon, donc neutre euro-dollar, GBP USD et toutes les paires en GBP, je suis voilà, à l'écart. Au niveau du USD yen, consolidation. Donc on voit comment dire, les paires majeures commencent à, comment dire, à consolider. DXY, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il consolide également. Regardez, DXY. Alors, on est revenu tester cette résistance à 95,16. Il y a deux façons de voir la chose. Soit on repasse baissier parce qu'on est sous résistance, ou soit on anticipe un rebond. Vous voyez, qu'en journalier, moi, ce que j'anticipe cette semaine, et c'est pour cette raison que j'étais haussier sur l'euro-dollar hier, c'est qu'on va rester sous cette résistance, voire même baisser sur DXY, ce qui aurait un impact positif sur l'euro-dollar et sur toutes les paires majeures. D'accord? Donc, seuil d'invalidation sur l'achat euro-dollar, c'est vraiment ce seuil à 95,16. Si on clôture au-dessus de ce seuil, la perspective sera haussière du DXY jusqu'à 95,53. Et donc l'euro-dollar aura toutes ses chances de s'enfoncer. Parce que vous savez que l'euro-dollar, c'est globalement le miroir du DXY. Donc si le DXY est haussier, l'euro-dollar est baissier et vice-versa. Donc là, le DXY qui est sous résistance, soit on anticipe une baisse, soit on anticipe un breakout. Si on anticipe un breakout, ça veut dire qu'on est baissier sur l'euro-dollar. Et à l'inverse, si on anticipe un repli du DXY sous cette résistance, dans ce cas-là, on doit avoir une perspective haussière sur l'euro-dollar et haussière sur le gold. Le gold actuellement, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, le gold il a 1288, il arrive proche d'un support, qui correspond à cette oblique haussière. Donc voilà. Encore une fois, il y a il y a deux façons de voir la chose. C'est exactement la même chose que le DXY. Soit vous anticipez un rebond sur cette oblique, ce que je pense va arriver, ou soit, euh, comment dire, vous anticipez une sortie par le bas, et dans ce cas-là, c'est-à-dire hausse du dollar et donc baisse de l'euro. Donc là, ce qu'on a, on a l'or qui approche d'un support, le DXY qui est sous résistance, et l'euro-dollar qui est à l'équilibre. Donc moi, de ce fait, le fait qu'on soit sous résistance sur le dollar et sur support le gold, je me dis que le dollar pourrait être vendu. C'est pour ça que je suis baissier sur le dollar cette semaine. Maintenant, j'ai peut-être tort et c'est pour ça qu'il faut que vous fassiez votre analyse. Donc si je suis baissier sur le dollar, je suis haussier sur l'euro. Donc gold 1300, voilà, gold 1300, nous dit François. Alors si le gold revient à 1300, l'euro-dollar reviendra à 1,15 au minimum. Philippe qui me demande, pouvez-vous faire une analyse daily 4 heures du Nikkei? Alors bien évidemment, c'est vrai que je ne regarde pas du tout cet indice, puisque je pense que peu de personnes le regardent, donc voilà, c'est pour cette raison que je ne regarde pas. Alors je vais juste m'assurer que j'ai bien les horaires de trading. Alors les horaires de trading du Nikkei, il me semble que c'est de 1h, heure de Londres. Hein. Ah non, pardon, c'est minuit heure de Londres. Jusqu'à, donc ça termine à 8h française. Non, 8h heure de Londres. Hop, donc comme ça on va voir les gaps. Alors en 4 heures, 4 heures. Bon, vous voyez que ça ressemble au S&P, hein, regardez. Nikkei. Donc là vous avez le Nikkei devant vous. Et là vous avez le S&P. Vous voyez que c'est globalement pareil. Hein. C'est identique quasiment. Alors ça me semble quand même gros les gaps. Minuit, 8 heures. Non, pourtant c'est les bons horaires il me semble. Hein. Bon. Donc la résistance importante. Regardez, là on a un canal qu'on va reporter. Et là on teste cette résistance. On teste cette résistance. Donc voilà, résistance, Nikkei sous résistance. Ça c'est la 4 heures. On pourrait avoir un signal baissier si le RSI casse son oblique. Ouais, si on casse cette oblique, alors je vais prendre voilà, les creux. Si on passe en dessous de cette oblique, signal baissier. En horaire pas grand chose. Hein. On a un biseau, mais bon, il est assez loin. Hein, l'oblique haussière est assez loin. Regardez, creux, sommet. Oui, on a un léger biseau. Hein. C'est pas non plus, ça ressemble presque à un canal, mais c'en est pas un, c'est un biseau, puisque c'est pas la parallèle, donc c'est un biseau.
Et donc voilà, restons, j'ai envie de dire, ouais, enfin ce biseau sera pas vraiment exploitable puisqu'il est trop loin. Normalement un biseau c'est beaucoup plus serré, ça, les deux droites convergent beaucoup plus. Là on a presque un canal. On pourrait croire que ce soit un canal mais c'en est pas un. Donc on va pas tracer ce biseau. Je pense pas qu'il soit vraiment intéressant à le mettre en perspective. Donc voilà. Signal baissier, si le Nikkei, eh bien passe sous cette oblique et sous 50. Mais il faut savoir qu'on est sous résistance, donc c'est pas le moment de le payer en tout cas. C'est pas forcément le moment de le vendre. Maintenant, si on est vendeur DAX, vendeur S&P, il n'y a pas de raison d'être haussier sur le Nikkei. Hein. Voilà. Donc, donc voilà, écoutez, baissier hein, sur le Nikkei. En journalier, vous voyez qu'on est sous le nuage. Alors j'ai rajouté le nuage, vous voyez, en nuage Shimoku. Hein. On peut mettre du mois immobile à 200. Voilà, peu importe. En tout cas, c'est baissier pour le moment. Vous voyez, oblique. On est sous des obliques. Donc voilà, perspective plutôt baissière. Perspective plutôt baissière, donc c'est à vous de voir. Après, attention, hein, ceux qui se posent la question qu'il faut shorter le DAX, le S&P et le Nikkei, c'est pas forcément la meilleure chose à faire, parce que vous pourrez croire que vous vous diversifiez parce que vous vendez des actifs différents, mais en fait pas du tout. Hein. Ces actifs, S&P, Nikkei, DAX, même avec le CAC, FTSE, voilà, les indices majeurs dans le monde sont extrêmement corrélés. Donc choisissez 101 sur lequel vous êtes le plus à l'aise, qui possède l'un des meilleurs ratios risque-rendement, enfin bref, choisissez-en un et restez sur celui-ci. Vous pouvez à la rigueur diviser la taille de votre position pour vous mettre sur deux actifs différents. Par exemple, au lieu de mettre, imaginons 10 lots short S&P, vous pouvez mettre 5 lots short S&P, 5 lots short DAX. Ça peut être possible comme ça. Bon, voilà, ça vous permet de vendre clairement les indices mondiaux et ne pas vendre le S&P. Donc vous vous exposez beaucoup plus sur le monde. Donc voilà, mais ça ne sert à rien de shorter S&P, Nikkei, DAX, CAC, FTSE en même temps, puisque ça revient à faire la même chose. Hein. Donc prenez-en un, peut-être deux, c'est tout. La ligne 70 RSI 4 heures est intéressante pour anticiper. Alors RSI 70, alors 70 c'est pas une résistance hein, sur le 70 et 30 ne sont pas des seuils support résistance hein, sur le RSI. C'est des seuils de zone de surachat de survente. Et encore une fois, il y a deux façons de voir la chose. Déjà, enfin, ça donne deux indications. Chaque zone, c'est une zone d'excès. L'excès, ce n'est pas bon. Mais ça ne veut pas dire que l'excès va être corrigé à l'instant où on est en excès. D'accord Imaginez le RSI comme un vélo. D'accord Vous pédalez normalement. Le RSI, il fluctue entre 30 et 70. Maintenant, si vous êtes en descente et que vous pédalez en plus, vous allez aller extrêmement vite. D'accord Vous allez aller tellement vite que si vous lâchez les pédales, vous allez continuer à descendre. Alors pardon, j'ai pris un mauvais exemple parce que voilà, imaginez que vous êtes à plat. D'accord Vous êtes à plat, vous pédalez extrêmement vite. Vous pédalez extrêmement vite. Si vous arrêtez de pédaler, votre vélo ne va pas s'arrêter à l'instant précis. Il va pas s'arrêter parce que vous arrêtez de pédaler, puisque vous avez emmagasiné de l'énergie, de l'énergie. Alors j'ai plus le nom en tête, mais bon, de l'énergie. Donc vous allez continuer à rouler. Eh bien, il faut voir le RSI de la même façon. C'est-à-dire que plus le RSI va être dans les extrêmes, plus vous allez avoir du momentum, de l'énergie emmagasinée. Et donc le mouvement va continuer. D'ailleurs, je penserai dans le futur, pas du tout prochainement, mais à faire une étude là-dessus. Est-ce que c'est une bonne stratégie de vendre lorsque le RSI croise à la hausse 70 ou d'acheter lorsque le RSI croise à la baisse 30? Donc, lorsqu'on entre dans une zone d'excès, soit la zone de surachat ou de survente, ce n'est pas le moment d'être contrarien. D'accord? Faut pas être contrarien du momentum. Par contre, là où on a une information qui est théoriquement, je dis bien théoriquement parce que j'ai pas fait l'étude, j'ai pas fait de backtest, donc j'ai fait que lire, hein, c'est ce qu'on lit un peu partout, c'est-à-dire qu'il faut vendre lorsque le RSI sort de sa zone de surachat ou acheter lorsque le RSI sort de sa zone de survente. Donc c'est-à-dire lorsqu'on a un croisement à la hausse du RSI, on achète, et lorsqu'on a un croisement à la baisse de 70 du RSI, on short. Donc ça c'est la théorie, c'est ce qu'on nous a toujours dit, ce que j'ai toujours dit également sans vraiment vérifier l'information.
Donc voilà, donc c'est ce que je tenterai de vérifier prochainement. Donc voilà, RSI qui arrive à 70 ou même qui dépasse 70 n'est pas une indication baissière, c'est pas un signal bearish. L'excès peut, plus il y a d'excès, plus le momentum est extrême, plus vous allez avoir un mouvement du prix important. Si vous regardez la taille des chandeliers lorsque le RSI est dans des zones d'excès, les chandeliers sont extrêmement importants. C'est pour ça qu'il faut absolument attendre que le RSI sorte de sa zone d'excès pour prendre une décision. Une décision qui est de spéculer sur un retournement de tendance. Mais c'est pas lorsque le RSI entre dans sa zone d'excès qu'il faut passer contrarien et passer en contre-tendance. Pas du tout. Je travaille avec MACD stochastique sur Forex. Est-ce les bons indicateurs? Alors c'est pareil. Hein. MACD, stochastique, Forex, RSI, c'est exactement pareil. Hein. C'est des oscillateurs de momentum, c'est juste les formules qui changent, mais en soi, ça représente la même chose. Surtout le RSI, le stochastique. Voilà, il y a quelques petites différences, mais en soi, c'est la même idée. C'est la même, la même façon d'utiliser. Si vous savez utiliser le RSI, vous savez utiliser le stochastique ou vous savez utiliser la MACD. Donc voilà, si vous préférez le stochastique, écoutez, gardez le stochastique. Honnêtement, entre stochastique, MACD et RSI, c'est pareil. Hein, c'est des goûts et des couleurs. Donc si vous vous sentez plus à l'aise sur la MACD, restez sur la MACD parce que c'est quasiment pareil. Non mais oblique plus RSI, c'est good pour bearish signal. Alors oui, si on passe sous l'oblique et si on passe sous un support, ce serait un bon signal bearish. Ce serait un bon signal baissier. Parce que oui, l'analyse technique est tout à fait possible d'en faire sur des oscillateurs, comme la MACD, comme le stochastique. Le stochastique, c'est un peu plus compliqué, parce que ça monte, ça descend, enfin, c'est un peu des montagnes russes, donc bon, c'est un peu plus délicat, mais bon, c'est toujours possible sur le stochastique de faire l'analyse technique. Tout comme sur le RSI, tout comme la MACD. Donc, ce que vous connaissez en termes d'analyse technique est valable sur les indicateurs de momentum. Vous voyez, par exemple, ici, oula, excusez-moi. D'ailleurs, je vais fermer ça. Alors, regardez par exemple ici, résistance de momentum. Et là, en théorie, vous aviez un signal d'achat puisque le RSI clôturait au-dessus de cet oblique momentum. Donc ça, c'était la théorie. Donc vous aviez un signal d'achat à ce moment-là. Mais vous voyez que vous aviez ensuite une baisse pour le rebond. Voilà, donc Nikkei, perspective baissière. On est sous résistance, S&P perspective baissière, DAX perspective baissière, donc j'ai aucune raison d'anticiper un rebond du Nikkei. Hein. Le Nikkei n'est pas isolé, hein. C'est un indice qui reste extrêmement corrélé et qui est même davantage corrélé que le DAX au Dow Jones. Le Nikkei, c'est vraiment un indice qui est peut-être l'indice étranger, enfin qui n'est pas américain, mais qui est plus corrélé à Wall Street. Voilà, et je termine donc par le pétrole. Alors j'ai pris du temps, on a fait beaucoup d'éducatifs hein, aujourd'hui. Donc pétrole. Alors moi, ce que j'anticipe, comme vous le savez depuis hier, c'est une baisse des courbes. Je l'ai dit dans mon tweet, hein, voilà, je l'ai dit. Voilà, je refais voir. Alors voilà, ma vision du marché, baisse d'indice, baisse des cours de pétrole, baisse de l'AUD, baisse du yen. Cours de pétrole, donc on a eu une baisse en début de journée hier, on a eu un rebond en fin de journée. Là, on est flat. Vous voyez, sur le cours de pétrole, on est flat. Mais voilà, je m'attends toujours à un retour à 58 $. Alors, qu'est-ce que représente 58 $? 58 $, c'est ni plus ni moins que le support de novembre. Regardez, on avait eu une baisse, souvenez-vous, de 30% des cours de pétrole de octobre à novembre. Un petit rebond, et ensuite une nouvelle baisse. C'est bien ce support de novembre, c'est 58 $. Et en plus d'être le support de novembre, c'est le sommet de janvier 2017. C'était un sommet majeur, regardez en hebdo. En hebdo, ouais, c'était cette résistance. Et en plus, ça correspond à 50% de retracement de cette tendance baissière. Vous voyez, ici. Ce seuil à 57 $. Donc 57, 58 $, c'est un support où il va potentiellement avoir de la demande. Et en plus, dernier seuil que je donnerai hein, pour 58 $ pour le caractériser, ça correspond à 38% de retracement de cette tendance. Regardez les Fibo en jaune, ça correspond au Fibo de cette tendance haussière. Et là, vous voyez que 38%, c'est 57,83. Donc, c'est globalement 58. Donc, moi, j'anticipe un retour à 58 $ avant de potentiellement rebondir. Je dis bien potentiellement parce qu'il faudra surveiller ce que fait les cours de pétrole. Si on a un rebond avec une divergence,
franchit des obliques baissières, voilà. Si on a des signaux haussiers, ce sera possible d'acheter le pétrole jusqu'à 64 dollars. Mais en cas de poursuite de la baisse et qu'on passe sous 57 dollars, si on passe sous 57, honnêtement, c'est baissier sous jusqu'au récent plus bas, jusqu'à 50 dollars. Et écoutez, voilà, pour ce point de marché, je pense qu'on a fait le tour. Je répète, hein, pour résumer, perspective baissière sur les indices, ça s'est pas confirmé hier, mais je reste baissier puisque le VIX me semble beaucoup trop bas, hein, que ce soit les forces relatives du VIX avec ses homologues à plus long terme, ou que ce soit l'indice, l'analyse technique des indices, hein, pas proprement dit. Donc S&P sous résistance, DAX sous résistance, CAC sous résistance, Nikkei sous résistance. Voilà, hein. Je pense que d'un point de vue probabilité, j'aurais plus à parier sur un repli des indices dans la configuration actuelle qu'une poursuite de la hausse. Maintenant, voilà, encore une fois, personne n'a de boule de cristal entre les mains. C'est pour ça qu'il faut avoir un plan de trading et toujours un stop. Au niveau du Forex, je m'attends à une baisse du dollar et donc à une hausse des devises majeures et une hausse de l'or. Au niveau des cours de pétrole, eh bien, cours de pétrole, je m'attends à un repli à 58. Voilà tout. Je vous ai dit ma vue des marchés. C'était mon dernier point de marché de la semaine. Donc, je vous souhaite de passer une excellente fin de semaine. Prudence ce soir avec le Brexit. Je rappelle, entre 19h, entre 20h et 22h, heure française, nous aurons la Chambre des communes britannique qui votera pour ou contre le projet de divorce du Brexit conclu entre Theresa May et l'Union européenne. Donc voilà, prudence au regain de volatilité sur la livre et sur les marchés ce soir. Voilà, excellente journée à vous. Je vous dis à lundi pour mon prochain point de marché et voilà, passez une excellente semaine.